Merci de l'invitation. Je suis ravie d'être ici. Donc, je vais parler un peu plus moins de climat, plus de biodiversité, pour voir un aspect qui est aussi, j'espère vous convaincre, très important à prendre en compte. Donc, avec des infographies basées sur un livre qui est sorti en mars, donc qui essaye de rendre accessible pour le grand public ces questions liées sur la biodiversité et le climat et comment ils sont interdépendants et les deux importants. Donc la biodiversité, souvent le grand public en a une idée assez fausse. On imagine souvent des gros animaux charismatiques, des tigres, des lions, des baleines. Donc je vais essayer de vous montrer à quel point c'est une vision très biaisée, très parcellaire de la biodiversité, et à quel point le fait d'avoir cette vision faussée de la biodiversité fait que on va imaginer des mauvaises solutions pour la conserver. On va imaginer des mauvais problèmes de sa disparition, et donc c'est vraiment absolument essentiel de d'abord comprendre ce que c'est que la biodiversité et comment elle fonctionne, comment elle se maintient, avant d'essayer de comprendre à quel point elle s'effondre, quel est le problème qu'elle s'effondre et quelles sont les solutions si on veut pas qu'elle s'effondre. Donc déjà, une façon de représenter la biodiversité, c'est l'arbre du vivant. Maintenant qu'on a accès à l'information génétique, on peut prendre un morceau de sol, un verre dans l'océan et séquencer avec des codes barres ADN tous les êtres vivants qu'il y a dans ces milieux. Et ça a été vraiment, il y a une surprise il y a quelques années, à quel point on connaissait très peu de la biodiversité, très peu de l'arbre du vivant. En particulier qu'il y avait deux groupes de bactéries, les archébactéries et les bactéries, aussi différentes entre elles qu'elles le sont des autres animaux, notamment des plantes et des animaux, des plantes et des animaux, et que les plantes et les animaux sont vraiment deux petits rameaux terminaux perdus au milieu de en fait l'arbre du vivant, c'est principalement des micro-organismes. Une autre façon de représenter la biodiversité qui est plus classique, c'est combien d'espèces il y a dans chaque groupe. Souvent, on compte le nombre d'espèces qui ont été décrites par les scientifiques. Donc déjà, il y a un problème, c'est que par exemple, la majorité des micro-organismes en fait n'ont pas été décrits, ont reçu un nom par les scientifiques. À chaque fois que on séquence un bout de sol, un bout d'océan, on découvre des lignées entières dont on n'avait aucune idée qu'elles existaient. Donc si on se focalise déjà sur les nombres d'espèces décrites par les scientifiques, déjà on voit que en fait les insectes représentent la moitié des espèces sur Terre. Les vertébrés notamment, les mammifères. Qui est-ce que on ressent comme étant la biodiversité en général, ça représente vraiment une fraction extrêmement minoritaire. Les champignons, par exemple, ont une énorme diversité, mais pareil, ils sont sûrement très sous-estimés parce qu'ils sont très peu étudiés. Il y en a plein qu'on connaît pas dans les océans, dans les sols. Une autre façon de se représenter la biodiversité, c'est en termes de biomasse, combien chaque groupe pèse sur Terre. Et donc là, on a encore une vision différente où c'est les plantes qui sont extrêmement majoritaires, qui représentent la majorité de la biomasse sur Terre. Et là, encore une fois, les animaux sont extrêmement minoritaires. Et même au sein des animaux, quand on zoome, les mammifères sont très minoritaires. Et même les mammifères sauvages, actuellement, représentent en biomasse moins que les mammifères domestiqués, le bétail, les volailles qu'on élève. Donc ce qu'on ressent, qu'on imagine souvent qu'en termes de biodiversité étant ces mammifères sauvages, à tous les points de vue, ça représente pas la biodiversité. Une autre échelle de biodiversité qui est aussi absolument essentielle, c'est la diversité au sein de chaque espèce, ce qu'on appelle la diversité génétique. Et donc là, par exemple, tout ça, c'est une seule espèce, Canis lupus. Donc les chiens ont été domestiqués depuis le loup gris il y a 20 000 ans. C'était la première espèce qui a été domestiquée par l'être humain. Et donc en 20 000 ans, on a généré plein de races différentes. On a généré une diversité énorme. Et donc on se représente bien que si tous les chiens disparaissent sauf le bulldog par exemple, l'espèce existera toujours, mais on aura perdu énormément de diversité.
de diversité fonctionnelle qui permet de s'adapter à des milieux différents, des comportements différents, etc. Et donc c'est pareil dans les espèces sauvages. Chaque espèce a des populations différentes, adaptées à des milieux différents. Et donc ça suffit pas de se dire une espèce donnée existe toujours. D'ailleurs, par exemple sur le tigre a pas encore disparu, mais il y a déjà 3 sous-espèces de tigres qui ont disparu, qui étaient adaptées à leur milieu, qui avaient des spécificités physiologiques, morphologiques. Donc c'est un niveau de diversité qui est essentiel, et surtout qui est essentiel parce qu'il permet l'adaptation en fait. Et donc c'est pareil chez l'être humain aussi. Donc il y a une diversité au sein de l'espèce humaine énorme et qui correspond à des adaptations à des milieux différents. La couleur de la peau, par exemple, c'est une adaptation à la quantité d'UV qu'on reçoit. Quand il y a trop d'UV dans les zones équatoriales, il vaut mieux avoir une peau sombre, ce qui évite d'avoir trop de mutations dans l'ADN. Et au contraire, aux hautes latitudes, si on a une peau trop sombre, on synthétise pas assez de vitamines. Il y a des peuples qui sont adaptés génétiquement à des hautes altitudes, qui peuvent supporter des très faibles concentrations en oxygène que d'autres populations peuvent pas supporter. Il y a des populations qui peuvent nager 20 minutes en apnée, qui se sont adaptées génétiquement à des pêches en apnée. Donc tout ça, pareil, c'est de la diversité fonctionnelle importante et qui existe aussi dans toutes les espèces sauvages. Donc c'est un niveau de diversité qu'il faut pas oublier. Et donc, ce niveau de diversité, en plus, c'est vraiment la seule chose qui permet une adaptation. Donc, on sait ça depuis Charles Darwin, depuis son livre, même si il connaissait pas le terme génétique, il savait pas ce que c'était que l'ADN, etc. Donc, ce que Darwin a dit, c'est qu'on descendait tous d'un ancêtre commun. Tous les êtres vivants descendaient d'un ancêtre commun par diversification, mais surtout son originalité, parce que l'évolution des espèces était déjà dans l'ère du temps à l'époque. La nouveauté de Darwin, c'était vraiment le mécanisme d'évolution, d'adaptation des espèces, qui était la sélection naturelle. Et donc l'idée révolutionnaire, c'était que la diversité qu'il y a au sein des populations, on considérait avant que c'était pas important, que c'était juste des mutations par rapport à un idéal, un type même créé par Dieu. Ce que Darwin a dit, c'était que la variation au sein des populations était essentielle, parce que c'est ça qui permet l'adaptation. Donc là, vous avez une population avec des individus plus ou moins bleus, plus ou moins gros, et là, plus on est gros, plus on est bleu, plus on arrive à survivre pendant sa vie, on prend plus de nourriture, on est plus adapté et on fait plus d'enfants. Donc on fait plus d'enfants. Et donc si parce qu'on est gros et bleu, on survit mieux, on fait plus d'enfants et on fait aussi des enfants qui sont plus gros et plus bleus, nécessairement, de génération en génération, il y aura de plus en plus de gros et bleus dans la population. C'est vraiment ça, l'adaptation, l'évolution, c'est cette augmentation en fréquence de variants qui sont bénéfiques. Mais ça marche que si vous avez de la diversité au départ. Sinon, il ne peut pas y avoir d'adaptation par définition. Et donc, cette diversité au sein des espèces, elle est essentielle parce que c'est ça qui permet aux espèces de se maintenir, de s'adapter à un environnement qui change tout le temps déjà en général et encore plus actuellement. Et donc, quand les populations, par exemple, deviennent trop petites, elles ont moins de diversité à l'intérieur et elles peuvent moins s'adapter, moins résister au changement. Et donc ça, c'était la seule figure qu'il y avait dans l'arbre de Darwin, cette diversification au cours du temps. Et en fait, c'est vraiment, en fait, c'est plutôt ça qu'il faut avoir comme image de la biodiversité, plutôt que même si c'est moins joli, quelques baleines, tigres et autres. C'est vraiment cette vision de diversification et d'évolution au cours du temps et d'adaptation sans cesse. Et parce que la biodiversité, donc c'est pas un équilibre stable, ça on le sait. C'est pas comme une bille qu'on perturberait et qui reviendrait à son état initial, mais c'est pas non plus un équilibre instable. La biodiversité, on sait qu'on peut la perturber, elle est quand même résiliente. C'est vraiment plutôt un équilibre dynamique, comme quand on roule à vélo, on reste debout parce qu'on avance, parce qu'on est en mouvement. Et donc la biodiversité, elle persiste parce qu'elle est capable de s'adapter tout le temps, parce qu'elle a des milieux qui permettent de supporter
comporter des populations assez grandes, avec assez de diversité génétique, qui leur permet de s'adapter, de persister, de se diversifier. Et donc, évidemment, il y a toujours des espèces, des populations qui s'éteignent. Ce qui est essentiel, c'est que on maintienne cette capacité du vivant à s'adapter, à se diversifier. Et donc c'est plutôt cet équilibre-là qui est la biodiversité, plutôt que de voir la biodiversité comme une collection d'espèces fixées, juxtaposées les unes à côté des autres. Et surtout qu'on va voir, donc si on voit la biodiversité comme une collection d'espèces, ben on se dit on va pouvoir la conserver dans des banques de graines, dans des eaux, on va pouvoir la congeler. Alors que si on voit la biodiversité comme cet équilibre dynamique qui a toujours besoin de s'adapter, et donc des milieux, des populations suffisamment larges, on voit bien que c'est tout le contraire de ce qu'il faut faire, d'aller la congeler dans des banques de graines ou dans des eaux. Ce qu'il faut, c'est conserver des milieux où elle puisse continuer cet équilibre dynamique. Or, cet équilibre est en danger, il est en train de s'effondrer. Il y a vraiment un effondrement des populations et de la biodiversité. Donc déjà, effectivement, il y a de plus en plus d'espèces en danger. Quand on pense biodiversité, danger, souvent on pense en termes d'extinction d'espèces. Et donc effectivement, dans tous les groupes et plus ou moins suivant les groupes, il y a des espèces qui s'éteignent et de plus en plus d'espèces qui sont menacées. On estime qu'il y aurait 1 million sur les 8 qu'on connaît d'espèces qui seraient actuellement menacées d'extinction. Et donc en particulier, par exemple, chez les grenouilles et les crapauds ou les coraux qui sont plus affectés. Mais au-delà de ce nombre absolu qui est encore, si on regarde le nombre d'espèces qui ont vraiment disparu en pourcentage, c'est encore assez faible, c'est quelques pourcents. Mais ce qui est inquiétant, c'est vraiment cette accélération de l'extinction du taux d'extinction des espèces. Donc on peut se demander si ce taux d'extinction est alarmant. Donc on peut essayer de le comparer aux dernières extinctions de masse qui ont déjà eu lieu sur Terre. Vous savez qu'il y a déjà eu 5 extinctions de masse dans le passé, dont la pire au Permien où 96% des espèces ont disparu. Au Crétacé, la dernière, où les dinosaures ont disparu, donc 3/4 des espèces sur Terre ont disparu. On peut se dire, est-ce qu'on est dans la 6e extinction de masse? Comment se comparent les taux actuels d'extinction par rapport à celle du Crétacé? On est largement au-delà d'1 ou 2 ordres de grandeur. Par exemple, chez les batraciens, on est à 165 fois plus grand en rapidité d'extinction par rapport au Crétacé. Donc là, on se dit, il commence à y avoir un problème. D'autres groupes, les oiseaux, c'est 100 fois plus élevé. Sur les mammifères, c'est 50 fois plus élevé. Et donc on peut se dire, il y a déjà eu 5 extinctions de masse, la biodiversité s'est régénérée, on a plein d'espèces actuellement, c'est peut-être pas si grave. Le problème, c'est que c'est pas les échelles de temps à laquelle les espèces se forment correspondent pas aux échelles de temps humaines. Par exemple, si on estime la biodiversité, le nombre de lignées de mammifères qui vont disparaître dans les prochaines décennies, il faudrait 3 à 5 millions d'années pour qu'elles se reforment, pour qu'il y ait autant de diversité qui renaissent par évolution. Donc oui, elles se reformeraient si on arrête de détruire les habitats, d'empoisonner les habitats, de réchauffer la planète, mais pas aux échelles humaines. Et ce qui est presque encore plus inquiétant, en fait, au-delà des taux d'extinction des espèces, c'est l'effondrement des populations. C'est-à-dire que même pour la plupart des espèces qui existent encore, le nombre d'individus par espèce chute brutalement. Donc un exemple classique, c'est l'effondrement des populations d'insectes, et par exemple qu'on n'a plus d'insectes qui se collent sur les pare-brises. Donc dans les années 70, quand on faisait un long voyage sur l'autoroute, on devait s'arrêter régulièrement pour nettoyer son pare-brise. Là, on peut traverser la France sans avoir à s'arrêter pour nettoyer son pare-brise parce qu'il n'y a plus d'insectes volants. Et donc il y a des données scientifiques qui le mesurent, qui ont été faits sur 30 ans avec des pièges à insectes comme vous voyez à droite. Vous voyez le grand cercle noir, c'est les pièges d'il y a 30 ans qui étaient noirs d'insectes, et les pièges actuellement, il y a pratiquement plus aucun insecte. Et c'est vrai dans tous les groupes. Donc ça, c'est une étude qui a été faite dans une région agricole en Allemagne. Et donc, que ce soit les araignées, des insectes volants, différents groupes, tous baissent dramatiquement en 30 ans, sauf les pucerons, les parasites des cultures, qui sont les seuls groupes à augmenter.
Et ça, c'est vrai non seulement dans les zones agricoles, mais aussi dans les réserves naturelles. Pareil en Allemagne, une étude sur 30 ans qui a été faite en piégeant des insectes, et on voit une baisse de 3/4 de la biomasse des insectes volants en 30 ans. Donc on se dit, à cette vitesse-là, mais qu'est-ce qui va rester dans 10 ans ? Au-delà du fait que plus les populations sont petites, moins elles ont de diversité génétique, et donc moins elles sont capables de s'adapter. Et ça, c'est vrai chez les mammifères. Ils ont perdu 3/4, les mammifères sauvages ont perdu 3/4 de leur biomasse en 30 ans. Les reptiles, pareil. Les oiseaux, un peu moins, mais c'est quand même pas réjouissant. Par exemple, les hirondelles ont perdu 40% de leur biomasse en 30 ans. Les seuls oiseaux qui s'en sortent à peu près, c'est les généralistes, ceux qui arrivent à s'adapter aux habitats urbains. Mais ceux des milieux agricoles, pareil, ont une baisse de leur abondance assez dramatique. Donc il y a vraiment un constat clair, scientifique sur le danger qui existe sur la biodiversité. Donc quelles sont les causes ? Donc évidemment il y a le dérèglement climatique, mais c'est pas encore. Donc il y a l'IPBES que vous connaissez sûrement, qui est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité, qui a fait plusieurs rapports, et notamment en 2019 sur l'état de la biodiversité et les causes d'effondrement. Et donc ils ont classé à l'époque le dérèglement climatique seulement en 3e cause d'effondrement de la biodiversité. Donc évidemment, si on enchaîne les canicules comme ce printemps, ça risque de s'accélérer rapidement, de devenir rapidement une cause majoritaire, puisque là, par la canicule précoce, printanière, vraiment a affecté les populations dans leur période de reproduction, leur période de croissance. Ça a affecté énormément de populations à une période où ils sont extrêmement vulnérables. Donc il y a des modèles mathématiques qui utilisent les projections du GIEC pour regarder l'effet que ça aura sur la biodiversité. Donc les projections climatiques du GIEC, ça vous connaissez. Et donc on a des modèles en écologie pour dire on essaye d'estimer quel est l'habitat favorable pour une espèce. Un arbre, par exemple, le hêtre, actuellement, il se maintient avec telle température, telle humidité, telle température moyenne. Et on utilise les projections du GIEC pour voir dans quelle distribution il arrive à se maintenir en 2100 par exemple. Et donc là il y a une étude qui avait été faite par un groupe de Grenoble qui montrait que pratiquement 50% des espèces seraient vulnérables en 2080, même avec des scénarios très modérés, mais qu'il y a des régions qui seraient extrêmement plus vulnérables, comme les régions de montagne, où on perdrait 60% des espèces, parce que c'est des espèces assez adaptés à des climats frais et qui peuvent pas migrer plus au nord, qui peuvent migrer un peu en altitude, mais avec des limites. Et donc évidemment, chaque 10e degré de réchauffement moyen compte. Par exemple, avec seulement 1,5 degré moyen de réchauffement climatique, on arrive encore à préserver une partie des coraux, alors qu'à 2 degrés, on n'arrive plus à avoir aucun coraux. Donc un des effets récents, par exemple, assez frappant, c'est sur les forêts, qui sont dans un état dramatique avec les sécheresses à répétition, comme vous disiez juste avant. Les arbres, ils accumulent les sécheresses, les effets des hautes températures et des sécheresses répétées arrivent souvent, donc il y a une mortalité sur le moment, mais ça arrive aussi, ça s'accumule et ça rend les arbres de plus en plus fragiles aux prochaines sécheresses, mais aussi par exemple aux parasites, aux maladies. Ils résistent d'autant moins à toutes les autres agressions, à toutes les causes de destruction de la biodiversité. Et c'est grave parce que aussi, ils jouent plus leur rôle de puits de carbone quand ils sont plus en croissance, quand ils sont plus en bon état, et donc ils risquent d'aggraver encore plus le dérèglement climatique en ne jouant plus le rôle qu'il avait jusque-là de mitigation du dérèglement climatique. Et donc la biodiversité est affectée donc non seulement par le réchauffement moyen, mais aussi par tous ces événements extrêmes plus fréquents qui seront prédits notamment par le GIEC, des inondations plus fréquentes, des incendies plus fréquentes qui évidemment vont avoir des effets dramatiques sur la biodiversité, les forêts, etc. Des gels précoces par exemple, qui vont avec des plantes qui vont parce qu'il y a un réchauffement faire des graines, des fleurs plus tôt, et puis il risque d'y avoir un gel qui tue tous les bourgeons et toutes les graines, des tempêtes et des sécheresses plus fréquentes. Et surtout, un aspect dont on se rend
parfois moins compte, c'est que donc non seulement ça va affecter, souvent on imagine le dérèglement climatique, ben un oisillon dans son nid il va avoir trop chaud, un arbre il va être trop sec, mais le problème c'est aussi que ça découple toutes les interactions. Et ça c'est aussi un aspect hyper important de la biodiversité qu'on oublie souvent, c'est que une espèce, un arbre, il se maintient pas tout seul dans son milieu, dans sa forêt. Une forêt c'est pas juste des arbres côte à côte, c'est des arbres qui sont en association symbiotique avec leurs champignons, qui ont absolument besoin de leur pollinisateurs, qui ont besoin de leurs mammifères qui vont disperser les graines, qui ont besoin des oiseaux qui mangent leurs ravageurs. Et donc, c'est tout un système d'interaction extrêmement finement réglé par des millions d'années d'évolution et qui sont en train de se dérégler parce que, par exemple, le réchauffement va faire que l'arbre, il va peut-être arriver à migrer un peu plus au nord, mais peut-être que le champignon, il va pas arriver à migrer aussi vite. Peut-être que les pollinisateurs, ils vont émerger une semaine plus tôt, mais l'arbre, il va fleurir 3 semaines plus tôt. Et il y aura pas de pollinisateurs au moment où il y aura les fleurs et inversement donc ça risque de dérégler tout ça et donc ça suffit même pas de regarder l'effet sur une espèce du dérèglement climatique, mais ça a des effets en cascade sur les écosystèmes qui sont extrêmement difficiles à prédire puisque ça implique des centaines d'espèces dans chaque écosystème. Et donc ça, le dérèglement climatique, ça avait donc été classé seulement 3e cause par l'IPBES. La cause principale à l'échelle de la planète, c'était la destruction des habitats naturels. Donc, effectivement, si vous éradiquez 30% de la forêt amazonienne ou vous asséchez un lac entier, toute la biodiversité endémique qui existe nulle part ailleurs, elle disparaît complètement. Donc, non seulement les arbres, mais les champignons associés, les insectes associés, les oiseaux associés. Vous supprimez tout un écosystème, toute la biodiversité associée. Donc c'est vrai, un autre exemple il y a beaucoup de zones humides qui ont été asséchées. La mer d'Aral, c'était le 4e plus grand lac d'Europe, qui est pratiquement qui a complètement disparu à force de détourner des fleuves pour des irrigations. Et donc tous les poissons endémiques qui existaient nulle part ailleurs, tous les micro-organismes ont disparu. Une autre cause d'effondrement de la biodiversité, c'est la surexploitation. Par exemple, la déforestation pour exploiter le bois, mais aussi, surtout en mer, on a une pêche qui est de moins en moins durable. On est passé d'une économie de cueillette à une économie de pillage réellement de la biodiversité marine, où parce qu'il y avait plus assez de poissons en surface, on a inventé des systèmes qui allaient de plus en plus profond et en raclant les fonds des océans plusieurs fois par an, et donc on racle toute la biodiversité, y compris des organismes dont on n'a pas besoin et qui ont une croissance très lente, et donc avec un effondrement récent de stocks de poissons qui fait qu'on invente encore des solutions pour pêcher plus efficacement, mais qui sont de plus en plus délétères pour la biodiversité marine. Une autre cause de la biodiversité, c'est les espèces exotiques envahissantes qu'on a pu soit introduire de façon, pas toujours par les activités humaines, mais de façon pas intentionnelle, comme les rats et les serpents, qui ont été les premières espèces envahissantes qui débarquaient des cales des navires sur des îles et qui mangeaient par exemple les œufs des oiseaux. Souvent les îles, c'est des écosystèmes un peu simplifiés, il n'y a pas beaucoup d'espèces, il n'y a pas beaucoup de top prédateurs, donc les oiseaux souvent ont évolué différemment, ils sont assez gros, ils volent pas, ils nichent au sol et ils sont très vulnérables à ces prédateurs qui arrivent et qui en général souvent éradiquent des espèces endémiques. Sur l'île de Guam par exemple, il y a un serpent qui avait débarqué avec l'armée américaine et qui a mené à l'extinction 10 des 12 espèces d'oiseaux qui existaient nulle part ailleurs. Il y a d'autres espèces qu'on a introduites exprès, comme la perche du Nil, dans un lac pour nourrir des populations, parce que c'est un poisson qui grossit vite, qui est dominant, mais en fait justement comme il est écologiquement très dominant, il a fait disparaître énormément d'espèces locales de poissons, pareil endémiques, qui n'existaient pas. Donc c'est aussi une menace, toutes les activités humaines qui dispersent des espèces, et aussi dans l'océan, avec l'algue que vous connaissez sûrement ici, Colerpa taxifolia, qui s'est échappée de l'aquarium de Monaco et qui menace les herbiers de Posidonie, qui hébergent énormément de biodiversité.
Un autre exemple, c'est cette herbe, cette vigne qu'on a introduite exprès parce qu'elle fait des gros rhizomes pour éviter un peu l'érosion des sols, mais qui est justement avec ces énormes racines et absolument difficile à éradiquer et elle se répand et elle peut menacer la faune locale. Et aussi des pathogènes envahissants qui sont très dévastateurs. Donc, comme ce champignon qui venait d'Asie et qui a été introduit dans différentes régions du monde, notamment aux États-Unis, où il a complètement éradiqué les châtaigniers alors que c'était une espèce dominante là-bas. Et actuellement, un pathogène, le Phytophthora, qui menace énormément d'espèces, notamment de forêts entières même, parce qu'il est capable d'attaquer plein d'espèces d'arbres différentes. Et par exemple, en Australie, il y a même des forêts, on n'a plus le droit d'entrer tellement ils ont peur que les spores du champignon se dispersent, ou alors faut se désinfecter complètement. On n'a pas le droit de sortir des morceaux de bois ou de quoi que ce soit de la forêt. Un autre champignon envahissant, donc qui est une des causes de cette hécatombe chez les batraciens, qui est pareil, est hyper généraliste, donc il est capable d'affecter plein d'espèces différentes, et donc il a déjà mené à l'extinction plus de 100 espèces différentes, et il en menace 500 autres. Donc il colonise la peau et il empêche les grenouilles, les crapauds de respirer. Et donc, mais une des causes majeures, et en particulier en Europe et en France, c'est vraiment les pesticides, puisqu'on a un peu déjà détruit tous les habitats. Et vraiment, ces molécules qui sont vraiment des molécules qui sont faites pour tuer et qui tuent très efficacement et indistinctement. En général, elles ont un spectre d'action extrêmement large, des bactéries aux mammifères. Donc, on appelle ça des fongicides, des insecticides, mais en général, ils sont toxiques pour la majorité des êtres vivants. Et le problème, c'est que c'est vraiment ça qui a changé depuis 30 ans. Les insectes s'effondrent depuis 30 ans, les oiseaux s'effondrent depuis 30 ans. Et qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans? C'est vraiment la façon dont on répand ces pesticides. C'est-à-dire qu'avant, on faisait des traitements locaux quand il y avait des maladies dans les cultures. Maintenant, on enrobe systématiquement les graines de pesticides. Donc, ça veut dire qu'on met ce poison en masse partout dans les sols tout le temps. Et donc, c'est autour de la graine. L'idée, c'est que quand la plante germe, elle absorbe le poison et donc elle sera toxique toute sa vie, en particulier pour les ravageurs, mais aussi pour ses pollinisateurs. Mais surtout, la majorité de ce qui enrobe la graine, en fait, est lessivé par les sols. Les oiseaux mangent les graines empoisonnées, les petits mammifères mangent des graines empoisonnées. Tous ces pesticides sont répandus dans les sols et dans nos nappes phréatiques. Il y a de plus en plus de nappes phréatiques qui sont fermées parce que ça dépasse les seuils de toxicité. Et c'est pareil dans les sols. Il y a une étude récente qui montre que il y a vraiment nos sols sont extrêmement pollués par ces molécules qui sont très stables dans le temps. En plus, ça se dégrade pas. Ça reste, ça va mettre des centaines d'années à se dégrader et on en remet tous les ans. Ça s'accumule. Et il y a vraiment une corrélation extrêmement forte entre la biodiversité des sols et la quantité de pesticides qu'on mesure dans les sols. Donc c'est en train de tuer tous les micro-organismes des sols, tous les vers, tout ce qui fait que nos sols sont fertiles. Donc on est en train de rendre nos sols complètement stériles, en plus d'empoisonner la biodiversité globalement et en train de nous empoisonner. Les cancers explosent chez les jeunes, notamment à cause de ces polluants éternels. Alors, il y a des homologations, des tests qui sont faits. On peut dire, on vérifie quand même la toxicité des pesticides qu'on répand. Le problème, c'est que il y a rien qui va dans la façon dont ces tests sont faits. D'ailleurs, l'État l'année dernière a été condamné en justice pour ne pas avoir pris en compte les données scientifiques sur la toxicité des pesticides. C'est la Justice pour le vivant, qui est plusieurs associations qui se sont regroupées pour attaquer l'État, qui montrent effectivement, la justice a tranché. Les tests ne respectent pas les données scientifiques sur la toxicité des pesticides. Alors, c'est quoi les problèmes de ces tests? Donc, il y en a plein. Un des problèmes, c'est que ça évalue que la toxicité chronique, c'est-à-dire que la toxicité aiguë, par exemple. Par contre, c'est-à-dire que vous prenez une abeille et vous mettez une grosse dose du pesticide que vous voulez tester, vous regardez si elle meurt. Le problème, c'est qu'une abeille, dans la vie, elle va pas avoir une grosse dose comme ça une fois, elle va avoir une petite dose longtemps tout au cours de sa vie. Or, on sait que des petites doses comme ça
à dose égale, c'est beaucoup plus toxique de les avoir un petit peu sur une grande période, plutôt qu'une fois à grosse dose. C'est comme le tabac. Si vous fumez un paquet entier, vous n'allez pas être bien. Si vous fumez toute votre vie, vous avez 50% de chance d'en mourir. L'abeille, c'est pareil. Ça n'a rien à voir, la toxicité qu'on mesure de façon chronique. Et donc, il y a une étude qui avait été faite pour voir si, en mesurant cette toxicité chronique, on devait homologuer les pesticides. On devrait retirer du marché 80% des herbicides, 75% des fongicides et plus de 90% des insecticides parce qu'ils sont effectivement trop toxiques si on évalue ce que expérimente vraiment une abeille dans sa vie, la toxicité chronique. En plus, ces tests, ils évaluent pas la toxicité des mélanges de pesticides ni des adjuvants, ce que vraiment expérimentent les insectes. C'est-à-dire que c'est pas une molécule à la fois et pas la molécule pure. C'est la molécule avec ses adjuvants et plein de fongicides, insecticides en même temps. Or ça, c'est synergique, c'est pas 1+1. En plus, on teste ça par exemple sur l'abeille domestique, qui est beaucoup plus résistante aux pesticides que tous les pollinisateurs sauvages, les abeilles sauvages, etc. Et donc, il peut y avoir aussi des effets comme tous les néonicotinoïdes qui, notamment le fameux acétaldéhyde qui désoriente les abeilles, qui les tue pas. Donc, si vous faites le test, vous regardez est-ce qu'elles vont être tuées par ces molécules. Non, elles vont pas être tuées, mais elles vont être désorientées, elles vont pas retrouver leur ruche. Donc, ça revient au même en fait dans la nature. Et en plus, ces tests sont réalisés par les industriels et pas par des agences indépendantes. Donc la biodiversité s'effondre, on connaît les causes, on peut se dire et alors est-ce que c'est grave, est-ce que oui, c'est dommage qu'il y ait des papillons, des oiseaux qui disparaissent, mais est-ce qu'on peut quelle importance pour nous? Donc on peut déjà considérer que la vie a une importance intrinsèque, esthétique, qu'on aime se promener dans la nature, que ça a même des avantages économiques en termes d'écotourisme, etc. Où on peut se dire est-ce que de combien d'espèces j'ai besoin, de quelle espèce j'ai besoin, et est-ce que je peux pas me concentrer sur les espèces dont j'ai vraiment besoin, parce que la priorité c'est quand même le bien-être des populations humaines. Alors, quel service nous rend la nature? De quelle espèce on a besoin? Donc déjà, on a besoin... pratiquement tous nos médicaments sont issus de la nature. On en découvre tous les ans dans des venins de serpents parce que évidemment c'est des molécules hyper bioactives, mais même dans des plantes complètement insignifiantes à l'autre bout de la planète, on découvre sans arrêt des nouveaux médicaments. Et donc le premier antibiotique venait d'un champignon, la pénicilline. On voit avait été découverte par hasard sur une boîte de pétri où Alexander Fleming faisait pousser ces bactéries pathogènes et il y avait un contaminant autour desquels les bactéries n'arrivaient pas à pousser. Il y a aussi la pollinisation, un service que nous rend la nature, qui commence à être un peu reconnu. Donc le fait que 3/4 de nos cultures peuvent pas produire des graines, des fruits sans pollinisateurs. Mais il y a un tel effondrement des insectes qu'il commence vraiment à y avoir de graves problèmes de production par manque de pollinisateurs. Aux États-Unis, par exemple, ils sont obligés d'élever de plus en plus de ruches et les transporter d'un bout à l'autre des États-Unis pour arriver à polliniser assez leurs amandiers. Et il y a même des régions en Chine où il n'y a plus assez de pollinisateurs, ils sont obligés de polliniser à la main. Donc voilà un étal qu'on a actuellement dans un supermarché. Est-ce qu'on aurait sans pollinisateurs, on aurait plus qu'un quart de nos fruits et légumes. Mais au-delà de ça, il y a vraiment comme on disait, toute la fertilité des sols. Le recyclage de la matière organique, c'est fait par des micro-organismes. Les champignons, par exemple, c'est les seuls organismes vivants qui sont capables de dégrader le bois mort. À Tchernobyl, par exemple, dans la zone hyper irradiée, il y a plus de champignons. Le bois mort s'accumule, les troncs morts s'accumulent. D'ailleurs, ça fait plus d'incendies qui dispersent la radioactivité. Et donc ça, c'est un service écosystémique encore plus indispensable, même que encore irremplaçable, et qu'on ne sait même pas de quelle espèce on a besoin exactement pour arriver à dégrader assez notre matière organique. En Australie, ils avaient importé plein de bétail. Il y avait des bousses de vaches qui s'accumulaient, qui n'étaient pas dégradées parce qu'il n'y avait pas la biodiversité adéquate localement. Donc, on a importé des tonnes et des tonnes de scarabées d'Afrique pour dégrader cette matière organique, parce qu'il y avait encore assez de scarabées en Afrique. Mais
tout ça, c'est des services qu'on appelle services écosystémiques, dont on commence à peine à se rendre compte. On ne sait pas comment ça fonctionne. Nos sols sont vraiment en train, à cause notamment des pesticides et de la sécheresse, du labourage, à de perdre énormément de cette diversité dans les sols qui est absolument indispensable à faire pousser quoi que ce soit. La nature, la biodiversité aussi, nous permet aussi la régulation de l'eau. Le fait qu'il y ait de plus en plus d'inondations, évidemment, c'est le dérèglement climatique, mais c'est aussi le fait qu'on a fait disparaître énormément de biodiversité qui nous protégeait qui faisait un effet tampon contre trop ou pas assez d'eau. Toutes les zones humides qu'on a fait disparaître avant, elles avaient un rôle de tampon, notamment à la Nouvelle-Orléans. L'inondation de 2005 a été bien démontré que c'est parce qu'on a fait disparaître les marais en amont qui avant tamponnaient contre les événements extrêmes. Et donc, il y a évidemment tout le stockage du CO2. On estime que sans tout le CO2 qu'ont stocké les océans, les tourbières, les forêts, on serait déjà à au moins 1 degré de réchauffement moyen supplémentaire. Or, le CO2 qui est dissous dans l'océan fait que ça s'acidifie et donc ça fonctionne moins bien. Les forêts sont en moins mauvais état, elles stockent moins le CO2. On fait disparaître les tourbières et les mangroves qui sont au moins 3 fois plus efficaces que les forêts à stocker du CO2. Ça permet aussi, donc, tous les couverts végétaux d'éviter l'érosion du sol. Tous ces torrents de boue qu'on voit récemment aussi, c'est aussi parce qu'il y a plus d'événements extrêmes, de tempêtes, etc., mais aussi parce qu'on a fait disparaître toute cette biodiversité qui avant retenait un peu l'eau et qui maintenant fait que ça s'écoule en boue partout. La biodiversité aussi dans les agrosystèmes, ça permet la prévention des maladies. Plus on a extrêmement simplifié les agroécosystèmes en enlevant les haies, en faisant des grandes parcelles hyper homogènes. Et ça, c'est hyper favorable à la diffusion des maladies. Quand vous avez des hectares avec une seule variété de blé, un pathogène qui arrive à pousser sur cette variété de blé, il décime tout hyper rapidement. Alors que quand vous avez plein de cultures un peu différentes, des haies, des oiseaux dans les haies qui mangent les ravageurs, ça freine les maladies. Et donc l'être humain a pendant longtemps généré de la diversité dans les agroécosystèmes par domestication. Donc on a vraiment fait évoluer des espèces comme le maïs, on l'a domestiqué à partir de cette plante sauvage, la théocinthe, qui était vraiment des tout petits grains à peine mangeables, et en sélectionnant de génération en génération des grains plus gros avec plus d'amidon qui restent bien sur l'épi. On a complètement fait évoluer l'espèce et pendant des siècles, on a généré plein de variétés différentes, adaptées à des conditions locales différentes. Et puis récemment, il y a eu une homogénéisation, une agriculture intensive qui a fait disparaître un peu toutes ces variétés et qui est absolument dommageable aussi, donc pour plein de raisons, épuisement des sols, des cultures pas adaptées localement et des maladies qui se dispersent d'autant plus vite et qui fait qu'on répond encore plus de pesticides. Donc ça, c'est un exemple de variété de maïs qui existe et on en connaît, nous, très peu. Donc moi, je travaille sur les champignons pathogènes et aussi les moisissures qu'on a domestiquées pour faire de fromage. Pareil, on les a fait évoluer pour faire du meilleur fromage, pour produire des meilleurs arômes, avec des couleurs plus appétissantes, qui fassent un peu moins moisi. Pendant longtemps, pareil, on a généré plein de variétés différentes qui avaient des caractéristiques différentes. Et puis récemment, on a sélectionné un individu, un clone, une lignée clonale unique, notamment chez le camembert. On a sélectionné un mutant blanc parce que ça faisait moins moisi qu'avant. Les camemberts étaient bleus, les bris. Mais donc on a perdu toute la diversité génétique au sein de cette espèce. Et donc cette espèce, elle est en train de dégénérer. Elle est plus capable, par exemple, de se reproduire de façon sexuée. Et donc ça, c'est un des exemples, mais c'est vrai dans toute l'agro-industrie qui a perdu énormément cette diversité qui permet justement une adaptation.
Donc tous ces services écosystémiques, on peut se demander, est-ce qu'on peut mettre une valeur monétaire dessus, par exemple pour dire aux politiques tout ce qu'on va perdre avec cette biodiversité qui s'effondre. Et quand on essaye de chiffrer ça, alors c'est compliqué parce que souvent c'est pas des services qui s'échangent sur des marchés, mais on peut demander aux gens combien ils seraient prêts à payer pour, ou combien ça leur coûterait si ça n'existait plus. Et ça se chiffre en centaines de milliards de dollars. C'est par exemple la moitié du PIB mondial chaque année qui dépend absolument de la biodiversité. Donc c'est pas juste des petits oiseaux et des papillons qui disparaissent, c'est vraiment toute notre survie qui en dépend. Notre santé. Donc il y a le concept de santé globale qui montre bien que en fait la santé des êtres humains dépend absolument de la bonne santé des écosystèmes et qui est complètement liée à la santé des animaux par plein de moyens de liens différents, notamment par exemple le fait que on nous dit de pas prendre trop d'antibiotiques parce que ça fait évoluer des résistances chez les bactéries, mais en fait la très grande majorité des antibiotiques qui sont vendus, c'est pour le bétail. Et avant même qu'il y ait n'importe quelle maladie, un peu comme les pesticides, on les met en prévention pour que ce soit plus simple. Mais ça veut dire que oui, il y a plein de résistantes aux antibiotiques qui évoluent parce qu'on donne n'importe quoi au bétail et on risque de ne plus pouvoir soigner nos maladies. Le fait qu'il y ait de plus en plus de pesticides dans l'environnement, évidemment, c'est très délétère pour la biodiversité, mais aussi pour la santé humaine. Ça risque aussi toute la déforestation, par exemple, de mettre en contact des espèces différentes et l'être humain aussi, qui peut faire émerger des nouvelles maladies chez l'être humain ou sur le bétail et qui arrivent effectivement. Donc, un exemple assez frappant qui a été montré l'année dernière aux États-Unis de cette santé globale, c'est une étude qui a été faite qui a montré que il y avait un effondrement des populations de chauves-souris à cause d'un champignon envahissant qui venait d'Europe et qui provoquait la maladie du nez blanc et qui faisait que les chauves-souris mouraient énormément. Et les chauves-souris, elles mangent des insectes et elles mangent leur poids en insectes chaque nuit, et notamment des ravageurs de culture. Et donc, dans les comtés où les chauves-souris avaient disparu, il y avait beaucoup plus de ravageurs sur les cultures. Donc, les agriculteurs ont répandu énormément plus de pesticides, ce qui a même pas rétabli les rendements. C'était moins efficace que les chauves-souris, et ce qui a eu un impact énorme sur la santé humaine en termes de monétaire, et aussi une augmentation de 8% de la mortalité infantile à cause de ces pesticides qui étaient répandus. Un autre exemple, c'est la disparition des vautours en Inde qui a causé des millions de morts indirectement. Donc pareil, on peut se demander quel est le lien. Donc les vautours mangeaient des carcasses, ils ont mangé notamment des carcasses de bétail qui avaient pris du diclofénac, qui était pris en prévention pour éviter qu'ils aient un peu mal, mais systématiquement on leur donnait, et donc ça empoisonnait les vautours. Donc les vautours ont pratiquement disparu, du coup les carcasses s'accumulaient, du coup ça a fait venir beaucoup plus les chiens sauvages et les rats qui ont dispersé la rage, mais qui étaient moins efficaces à manger les carcasses que les vautours. Donc les gens ont utilisé des produits chimiques pour dissoudre les carcasses, qui a empoisonné l'eau et qui a fait des millions de morts. Et donc, pour ce qui est de cette toxicité des pesticides, sur leur aspect cancérogène, ça a été démontré. D'ailleurs, il y a même des documents internes qui montraient, notamment sur le Roundup, que c'était connu dès le départ de Monsanto. Et donc, comme on disait, ça reste extrêmement longtemps dans l'environnement. Il y a l'exemple de l'agent orange, cet herbicide qui a été répandu par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam pour affamer les populations. Trois générations après, il reste encore énormément de ces poisons dans l'environnement, qui fait que les gens ont encore des taux de cancer effroyables et des malformations à la naissance à des taux très grands. Donc, c'est des molécules qui sont très toxiques pour l'être humain aussi, et qui restent extrêmement longtemps dans l'environnement et qu'on est en train de répandre partout. Donc, si on se dit, ok, la biodiversité nous rend énormément de services, on veut pouvoir la conserver,
qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on conserve, comment on fait. Donc, est-ce qu'on se concentre sur les espèces dont on a besoin, les abeilles, les vers de terre. Le problème, c'est qu'on ne sait pas, par exemple, de quelle espèce on aura besoin demain, dans quelle espèce on va trouver un nouveau médicament qui va nous protéger contre la prochaine pandémie. Et surtout, donc un écosystème, c'est plein d'interactions dans tous les sens. Et donc, si on veut conserver, par exemple, là, le papillon noir parce qu'il nous est utile, faut aussi conserver toutes les espèces dont ils dépendent. Et puis, les espèces qui sont les prédateurs des espèces qui vont l'attaquer. Et donc, c'est juste impossible de se dire on va juste conserver les 3-4 espèces, 5-6 dont on a besoin. On sait même pas déjà de quelle espèce exactement on a besoin pour avoir des sols fertiles, une eau pure. On a besoin globalement en fait d'espèces, d'écosystèmes en bonne santé qui fonctionnent et qui nous rendent les services qui nous rendent actuellement. Donc la seule façon vraiment de préserver ces services que nous rend la biodiversité, c'est de préserver cet équilibre dynamique, donc des populations assez grandes avec assez d'espèces à l'intérieur et donc globalement préserver les écosystèmes. Un exemple de ces effets en cascade est du fait que on ne sait pas comment protéger une seule espèce. Donc c'est dans le parc du Yellowstone où le loup avait disparu parce qu'il était trop chassé et ça a fait disparaître des plantes protégées et des batraciens protégés. Donc on peut se dire quel est le rapport entre le loup et ces espèces protégées. Il n'y avait plus le top prédateur, donc les herbivores qui étaient mangés par le loup ont augmenté en abondance. Ils ont mangé davantage les saules qui étaient protégés. Du coup, le castor avait plus leurs arbres pour faire leur barrage. Ils sont partis, ils ont fait leur barrage. Et donc, évidemment, il y avait plus les mares pour les batraciens et pour les oiseaux locaux, etc. Donc, vraiment, ça serait aberrant d'imaginer qu'on peut conserver quelques espèces qui nous seraient utiles en dehors d'un écosystème. Et donc, il faut vraiment pas voir la biodiversité comme une bibliothèque où les espèces, ça serait des livres juxtaposés les uns à côté des autres, et où on pourrait perdre quelques livres, quelques espèces, et du moment qu'il nous en reste assez, ça va. Une meilleure métaphore, c'est des espèces, ça serait les rivets d'un avion qui tiennent ensemble dans un écosystème globalement le fonctionnement, où on peut perdre quelques espèces, il y a là un peu de redondance et ça tient encore, jusqu'au moment où on perd le rivet trop, on ne sait pas à quel moment, il y a des points de bascule et tout risque de collapser. Il y a vraiment dans les écosystèmes, un peu comme dans le climat, ces points de bascule qui font que ça fonctionne et puis tout d'un coup ça fonctionne plus et là on peut plus revenir en arrière parce que les espèces ont disparu. Et donc une autre analogie, c'est cette tour de Jenga avec des espèces qui seraient les pièces en bois qu'on peut retirer une à une jusqu'au moment, à un moment où on retire l'espèce de trop et tout collapse. Donc, quelles sont les vraies solutions ? Donc, la bonne nouvelle, comme pour le climat, on est la cause de tout. On est 100% du problème, donc on est aussi 100% de la solution. J'espère que vous avez compris à ce stade que les banques de graines comme au Svalbard, qui a des millions de graines, mais uniquement de plantes cultivées, et puis garder des graines de plantes cultivées quand on est en train de stériliser les sols, quand on aura une France à 50 degrés sans pollinisateurs, évidemment ça sert à rien. Donc il faut conserver plutôt cet équilibre dynamique. Alors, est-ce que, par exemple, les OGM peuvent nous aider, surtout ces nouveaux OGM dont vous avez entendu parler, qui ont été autorisés en Europe, là, il y a une semaine ou deux, sans régulation, sans évaluation des risques. Donc, on va pouvoir commercialiser ces nouveaux OGM comme des semences naturelles sans absolument évaluer les risques qu'ils ont pour la biodiversité. Il y a même une boîte américaine qui a levé $1 milliard pour déséteindre le mammouth avec ses nouveaux ciseaux moléculaires ou déséteindre le dodo. Donc c'est grave à plusieurs niveaux. Déjà, c'est absolument pas déséteindre le mammouth. C'est vraiment comme dans Jurassic Park, on va faire un espèce d'hybride entre un éléphant et quelques gènes de mammouth. On va faire un éléphant avec des longs poils, mais on va faire quelques individus. Il y aura pas de diversité génétique. Dans quel milieu on va le mettre, avec quoi il va interagir. On va pas faire ça avec toutes les bactéries et tous les champignons et tous les oiseaux qui sont en train de disparaître. Et donc non seulement ça sert à rien, ça coûte extrêmement cher et ça nous laisse dans le déni de se dire il faut mettre en place les bonnes solutions, les vraies solutions. Ça laisse l'idée qu'il y a un filet de sécurité, qu'on pourra toujours déséteindre les espèces, alors qu'il y a urgence à préserver déjà
C'est bon. C'est bon? Vous m'entendez? Donc c'est exactement les promesses qu'on avait pour les anciens OGM, hein, et quand on regarde ce qui a été fait vraiment dans les pays qui ont autorisé les OGM, ben à 88%, ce qu'ils ont planté, c'est du maïs résistant au Roundup, parce que c'est le modèle économique le plus rentable, évidemment. C'est-à-dire qu'ils vendent le Roundup et ils vendent le maïs résistant au Roundup. Comme ça, vous plantez votre maïs résistant, vous répandez un maximum de Roundup, comme ça, vous n'avez pas à désherber. Mais évidemment, ça augmente la quantité de pesticides. Un petit pourcentage aussi, c'était des plantes qui avaient intégré une toxine et qui étaient du coup toxiques envers leurs pollinisateurs, etc. Mais donc majoritairement, ça n'a pas fait augmenter les rendements. Ça a fait augmenter énormément les quantités de pesticides qui ont été répandus, en particulier le très toxique Roundup, et ça a fait évoluer des résistances chez les plantes sauvages à ce Roundup. Donc c'est le modèle économique le plus rentable. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. En plus, en fait, le seul avantage des OGM, hein, c'est que ça permet de breveter le vivant. Ça permet de déposer un brevet, ce que vous pouvez pas faire par des semences traditionnelles. Donc c'est pour ça que vraiment ils veulent des OGM. Et donc effectivement, et non seulement si vous changez avec les nouveaux ciseaux moléculaires une paire de bases dans le génome, vous brevetez tout le génome, y compris tout le reste auquel des petits semenciers avaient travaillé pendant des années à faire. Et donc il y a un cas récent où il y avait un OGM qui faisait une tomate violette et un petit semencier qui avait fait par croisement conventionnel une autre tomate violette. Ben, il s'est fait attaquer pour avoir volé l'OGM et il n'y a personne qui est capable de dire si c'est vrai ou pas qu'il a volé l'OGM, tellement ces nouveaux ciseaux moléculaires sont précis. Et donc ce que ça a fait aux États-Unis, c'est que ça a fait disparaître tous les petits semenciers, puisque ça n'y a plus que les grosses boîtes qui étaient capables de déposer des brevets et d'attaquer en justice les autres qui ont survécu. Et donc ça simplifie les écosystèmes et y compris le système économique. Et ça coûte très cher et ça sert à rien. Donc quelles sont les vraies solutions? Les seules solutions, hein, c'est d'agir sur les causes, de limiter le dérèglement climatique, arrêter de répandre des pesticides quand on n'en a pas besoin, arrêter de détruire les habitats, arrêter de surexploiter et limiter au maximum les espèces envahissantes. Et il faut faire attention à l'effet Rubik's Cube, hein, c'est-à-dire quand vous avez un Rubik's Cube et que vous voulez le résoudre, si vous focalisez sur une seule face, vous allez désorganiser encore plus les autres faces. Et c'est un peu le risque actuellement où on parle beaucoup plus de climat que de biodiversité. Si on se focalise sur la face climat, on risque de désorganiser encore plus avec certaines solutions les faces biodiversité, notamment environnement, avec certaines solutions qui sont très bonnes pour le climat, mais catastrophiques pour la biodiversité. Comme les biocarburants ou les fermes avec des panneaux solaires qui, de plus en plus, et notamment en France, notamment dans le sud de la France, se font à la place des habitats naturels, donc avec un impact énorme sur la biodiversité. Et donc, il faut plutôt s'appuyer sur les solutions fondées sur la nature, hein, sur le fait que la nature est capable de stocker énormément du carbone. Donc, restaurer les zones humides qui stockent énormément de carbone, les forêts, les préserver, restaurer les cours d'eau, par exemple, pour éviter les inondations. Donc, il y a la ville de New York, par exemple, qui, au lieu de construire une usine à 8 milliards de dollars pour purifier son eau, a restauré des bassins versants à 1 milliard et qui a obtenu une eau pure et en plus a restauré ces bassins versants. Il y a une étude qui a été faite par un labo dans les Alpes qui montre qu'en plus ces solutions fondées sur la nature sont extrêmement rentables et coûtent moins cher que les solutions technologiques. Et donc, avec un rapport de 1 sur 3, en investissant 1 euro dans ces solutions fondées sur la nature, on en récupère 3 soit on n'a pas de catastrophe naturelle, soit au lieu d'avoir des solutions technologiques beaucoup plus chères. Et donc pour arriver au fait de arrêter de ces 5 causes d'effondrement de la biodiversité, il faut à la fois des solutions globales, c'est comme le climat, des solutions globales et des solutions individuelles. En particulier l'agriculture pour la biodiversité est un levier extrêmement important, avec l'agriculture hyper intensive qui est extrêmement délétère pour la biodiversité, alors qu'il récupère la majorité des subventions publiques et notamment de la PAC. Et donc il faut vraiment arriver
à réallouer toutes ces subventions énormes qui vont actuellement à l'élevage intensif, qui vont à l'agriculture hyper intensive, qui est extrêmement délétère pour le climat et pour la biodiversité, et à la réorienter vers à la fois une transition alimentaire et une agriculture plus respectueuse du vivant. Et c'est possible, hein. L'INRAE a montré qu'on pouvait très bien cultiver assez pour la souveraineté alimentaire avec une agriculture respectueuse du vivant et en renforçant la réglementation notamment. Et évidemment, hein, comme il était dit tout à l'heure, on ne peut pas se passer de sobriété aussi pour le climat et aussi pour la biodiversité, où on consomme plus de ressources que n'est capable de produire la Terre chaque année, notamment en France, où on consomme près de 3 fois ce qu'une terre est produite en année. On se rend bien compte que c'est pas possible de continuer comme ça. Avec aussi des solutions à l'échelle individuelle, hein, notamment en changeant son régime alimentaire avec moins de calories animales qui occupent beaucoup plus d'espace et en particulier pas d'élevage intensif qui a aussi une consommation de carbone énorme. Et avec des bonnes nouvelles, hein, qui est que globalement tout ce qui est bon pour la biodiversité est bon pour la santé humaine, de décarboner, de manger moins de viande, de manger moins de nourriture hyper transformée, de l'agriculture biologique sans pesticides. Et plus de vélo et de nature, et évidemment de se mobiliser. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que donc la nature presque plus que le climat, a une capacité de régénération exceptionnelle. Hein, il y a des études récentes qui montrent que dans des espaces où on renature ou même on réensauvage, la biodiversité revient extrêmement vite. Hein, tant qu'on n'a pas éteint complètement les espèces, elle a une capacité de régénération si on n'empoisonne pas trop les habitats ou on les réchauffe pas trop. Donc voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Tatiana. On va prendre quelques questions.